Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cours sur les applications linéaires. Alors première chose, vous pouvez voir que l'aspect du polycopier a changé. C'est encore un peu en phase de test, mais quand ce sera sûr que tout marche bien, je vous enverrai des nouvelles versions. C'est un peu moins austère et puis un peu mieux mise en valeur, donc j'espère que ça vous aidera à gagner en structure pour mieux organiser vos révisions. Lors de la séance précédente, lors de la vidéo précédente, on avait vu la notion d'application linéaire, on avait vu comment montrer qu'une application est linéaire, un savoir-faire ô combien important, et puis on avait un peu étudié la notion de noyau, et on avait terminé avec cette proposition qui fait le lien entre l'injectivité d'une application linéaire et le fait que le noyau soit réduit à l'espace nul. Donc on embraye sur l'image. On prend une application linéaire. Alors, cette définition, il s'avère qu'elle est valable pour toutes les applications. Donc, c'est pas forcément spécifique aux applications linéaires, mais on l'utilisera quasiment uniquement que pour les applications linéaires, donc c'est pas très important. On prend f, et puis on appelle l'image de f. Cette chose, alors je vous donne deux définitions, qui sont bien sûr la même chose, écrites différemment. L'ensemble des v dans f, tel qu'il existe u dans e, tel que f de u égale v. Autre manière de l'écrire, tout simplement l'ensemble des f de u pour u dans e. C'est en fait tout simplement l'ensemble des vecteurs qui admettent au moins un antécédent par f. C'est c'est tous les résultats possibles quand on applique petit f à des vecteurs de l'espace de départ. Donc l'ensemble des vecteurs qui admettent au moins un antécédent par f. Proposition, et bien comme le noyau, l'image est un sous-espace, mais sauf que, attention, on est du côté de l'arrivée de petit f, donc on est dans grand F, c'est un sous-espace de grand F. Eh bien, démonstration, par définition, l'image est incluse dans f. Encore une fois, ce par définition n'est pas un bluff. Lisez les phrases en français. Imf égale l'ensemble des v appartenant à f tel que... Je peux déjà m'arrêter de lire. Je l'ai dit, c'est l'ensemble des v appartenant à f tel que quelque chose. Donc c'est dans f. Im de petit f est inclus dans grand F. Premier point vérifié. Est-ce que le vecteur nul y est? C'est-à-dire, est-ce que le vecteur nul admet au moins un antécédent par petit f? Eh bien oui. On sait que pour une application linéaire, le vecteur nul au départ est transformé en le vecteur nul à l'arrivée. Donc le vecteur nul à l'arrivée a bien au moins un antécédent, le vecteur nul de départ. Donc le vecteur nul de f est bien dans imf. Et enfin, la stabilité par combinaison linéaire. On prend deux vecteurs dans l'image, deux scalaires. On calcule leur combinaison linéaire, on vérifie est-ce que ça reste dans imf. Encore une fois, c'est comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente lors de l'introduction. Aucune idée de votre part n'est attendue. Il suffit d'appliquer les définitions. Mais il faut les appliquer très rigoureusement, très soigneusement. Donc, utilisons nos hypothèses. Ça veut dire quoi que U appartient à imf? Ça veut dire il admet un antécédent. Alors je les ai appelés U et V, et je les ai appelés V1 et V2 en dessous, c'est une erreur, pardon, corrigée. Appelons-les V1 et V2. V1 et V2. Montrons que lambda V1 plus mu V2 appartient à imf. Je reprends ce que je disais. Ça veut dire quoi que V1 appartient à imf? Eh bien ça veut dire, cette phrase est vérifiée pour V1. Il existe un certain U, appelons-le plutôt U1, tel que V1 égale f de U1. Je l'écris. Il existe un certain U1 tel que V1 égale f de U1. Ben, pareil pour V2 avec un U2. Ok, calculons la combinaison linéaire, ça fait lambda f de U1 plus mu f de U2. Et là, c'est gagné linéarité de f. Je peux écrire que c'est f de quelque chose. C'est f de lambda U1 plus mu U2, donc ça appartient à imf. En tant que f de quelque chose, ça appartient à imf. La preuve est terminée. Comment déterminer une image en pratique? Alors la manière la plus simple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout de suite. On le fera quand on aura le lien, un lien entre application linéaire et matrice. En attendant, je vous fais juste un exemple, alors qui est, on va dire, qui applique les méthodes les plus basiques, mais qui sont un peu lourdes. On verra très vite quelque chose de bien plus pratique. Mais je vous fais quand même un exemple.
Donc voilà, une application, on sait déjà qu'elle est linéaire, c'était un exercice qu'on avait fait. Donc de R4 dans R3 qui a x, y, z, t associe ce vecteur de R3. J'aimerais trouver une base de son image. Je sais que son image c'est un sous-espace de R3, donc on peut en trouver une base, cherchons-la. Donc je prends un V, ABC dans R3, et je me demande qu'est-ce que ça veut dire que V appartienne à IMF. Cherchons à résoudre ce problème. Et comme d'habitude, ça va revenir à une question de système linéaire. Écrivons la définition. V appartient à IMF, ça veut dire, eh bien je reviens sur ma définition, ça veut dire il existe U tel que V égale F de U. Il existe U, alors ce U il est dans R4, donc je vais le noter X, Y, Z, T, tel que V égale F de U. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire V égale F de U, V je l'ai ici, en colonne, F de U je l'ai ici en colonne. Donc je suis en train de me demander, est-ce qu'il existe X, Y, Z, T tel que ce système admet une solution? Donc, voilà la question que je me pose. Est-ce que ce système admet au moins une solution? Cette phrase est hyper importante. Si vous oubliez admet au moins une solution ici, ça ne veut rien dire. Ça c'est une phrase en français, il existe quelque chose, et là il faut bien qu'il y ait il existe. Il existe au moins une solution. Il existe admet, en l'occurrence c'est pareil. Et on échelonne. On garde à l'esprit, notre question c'est est-ce qu'il existe au moins une solution? Comment on répond à cette question? On échelonne. Et on résout le système linéaire comme on l'a appris il y a très longtemps. Donc voilà, quand j'échelonne, j'obtiens ça, je vous laisse vérifier. Bien sûr, j'ai zappé tous les détails de l'échelonnement, à vous de le faire. Voilà ce que j'obtiens. Et on se souvient de, je pense que c'est le chapitre 6, donc ça remonte, on se souvient quand est-ce qu'un système linéaire admet au moins une solution? Eh bien, quand après échelonnement, vos conditions de compatibilité sont remplies. Donc voilà, on peut répondre à notre question. Si cette condition de compatibilité n'est pas remplie, il n'y a pas de solution, sinon il y en a. Donc quels sont les vecteurs qui sont dans l'image? Eh bien ceux pour lesquels la condition de compatibilité est remplie. Mais en fait, c'est quoi la condition de compatibilité? C'est une équation, donc on la résout. On la résout. IMF, c'est l'ensemble des ABC qui vérifient cette équation, cette condition de compatibilité. On peut résoudre ça par la méthode classique d'écriture de solution de système linéaire comme un vect. Et on a notre IMF. On a une base de notre IMF. Ok. Quelques remarques. Bien sûr, on pourrait avoir plusieurs conditions de compatibilité, auquel cas on aurait plusieurs équations ici, on aurait un vrai système à résoudre, etc. Remarque 1. Remarque 2. C'est ce que je vous ai dit avant de commencer ce calcul. Ça, c'est pas ce qui est le plus efficace. C'est quelque chose qu'on fera très rarement. Quand on aura un lien entre application linéaire et matrice, on ira beaucoup plus vite. Ok. Et enfin, autant il y avait un lien entre le noyau et l'injectivité, autant on va avoir un lien entre l'image et la surjectivité. Voilà une proposition, soit f une application linéaire dans grand F. F est surjectif si et seulement si son image, eh bien c'est tout l'espace d'arrivée. La démonstration est limpide, c'est presque une définition. Déjà l'image de petit f est incluse dans grand F par définition. C'est encore une fois pas un bluff, c'est dans la définition. Donc pour vous montrer, quand on étudie cette égalité, elle a lieu, comme l'inclusion de gauche à droite a toujours lieu, il suffit de regarder l'inclusion de droite à gauche. Donc on peut remplacer cette égalité par une inclusion de droite à gauche, mais l'inclusion de droite à gauche, grand F incluse dans im petit f, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle signifie que, eh bien grand F c'est l'ensemble de tous les vecteurs de l'arrivée, de l'espace d'arrivée, doivent tous appartenir à l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout vecteur de grand F admet au moins un antécédent par petit f. La phrase que je viens de prononcer, c'est la définition de la surjectivité. Donc bien sûr, il y a une équivalence entre ce que je viens de dire et la surjectivité, c'est terminé. La preuve est immédiate. Par ailleurs, vous remarquerez que j'ai jamais utilisé la linéarité là-dedans. Donc en fait, cette proposition est valable même pour des applications qui ne sont pas linéaires.
on pourrait remplacer ce L ici par un F pour dire, en fait, je parle des applications tout court. Ok. Alors, dans certains cas, typiquement quand c'est surjectif, on peut déterminer une image facilement, par une démonstration directe, sans faire des calculs compliqués comme on l'aurait fait au-dessus. Je vous donne l'exemple suivant. Petit f qui a x, y, z associe x à un vecteur de R3, elle associe sa première coordonnée. C'est ce qu'on avait appelé plus haut la première projection canonique. Eh bien, je prétends que f est clairement surjective. Imf, c'est R. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais bien sûr, f, elle est entre R3 et R. L'espace d'arrivée, c'est R. Je prétends que l'image de f, c'est tout R. Sans calcul, c'est très simple. Est-ce que tout réel admet un antécédent? Est-ce que n'importe quel x ici admet un antécédent? Si vous voulez par exemple récupérer pi, comment vous faites? Vous n'avez qu'à prendre au départ, un vecteur qui commence par pi, pi 0, 0 par exemple. Et c'est valable pour tout x, hein. Donc pour tout x réel, x c'est par exemple f de x 0, 0. Donc oui, x en tant que f de quelque chose appartient à imf. Je viens de prouver que imf est incluse, pardon, que R est inclus dans imf. Mais bien sûr, imf est inclus dans R, donc imf égale R. Et je viens de prouver la surjectivité en une ligne à la main, sans faire de calcul compliqué. J'ai juste un peu réfléchi, je me suis dit, ah bah oui, n'importe quel nombre réel est le résultat d'un certain f de quelque chose. Ok, alors on va réfléchir à cet exercice 4 que je vous propose, je vais le lancer et puis on corrigera ensemble. Je prends E, c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, et puis D, la dérivation, on sait que c'est linéaire, on l'a montré. Je veux déterminer l'image. Alors encore une fois, j'ai pas écrit de quoi dans quoi elle est D, on va dire que c'est à vous de le faire. D va de R3 crochet X dans... dans quoi? Quand on dérive un polynôme, qu'est-ce qui se passe? Le degré baisse de 1. Donc on va dans R2 crochet X. On peut l'écrire ça. ImD est inclus dans R2 crochet X, car si deg P est inférieur ou égal à 3, alors deg de P' est inférieur ou égal à 2. Très bien, donc on sait déjà dans quoi est inclus ImD. Donc l'image de D est formée de polynômes de degré inférieur ou égaux à 2. La question que je vous laisse résoudre, c'est quels sont les polynômes qu'on obtient parmi les polynômes de degré inférieur ou égal à 2 en dérivant des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Est-ce qu'on les obtient tous? Est-ce qu'on n'en obtient que certains? À vous d'y réfléchir. Et on complétera ça. On poursuit avec une définition importante. Les isomorphismes, les automorphismes. C'est juste un nouveau mot pour désigner une application linéaire mais bijective. Si vous avez une application, j'ai mis un grand F ici, c'est un petit f, soit petit f appartenant à L de grand F corrigé, si f est bijective, on dit que c'est un isomorphisme. Et par extension, on va dire que grand E et grand F sont isomorphes, c'est pas un égal, c'est un et, désolé, il y a beaucoup d'erreurs dans ce poly. Corrigé. Donc je reprends. Si une application linéaire petit f entre grand E et grand F est bijective, eh bien on dit que c'est un isomorphisme. Et on dit que les espaces grand E et grand F sont isomorphes. Dans le cas où grand E égale grand F, cette application va de E dans lui-même, on parle d'automorphisme. Le mot auto est là pour dire qu'on va de E dans lui-même. Et on note GL de grand E, l'ensemble des automorphismes de E. On va juste un peu analyser l'étymologie de ce mot-là, isomorphisme, isomorphe. Iso, c'est la racine grecque qui veut dire identique. Et dans morphisme, il y a la racine morphe qui parle de la forme.
Hein, donc on est en train de dire que grand E et grand F ont la même forme. Très vaguement. On verra un peu plus bas ce qu'on veut dire précisément par là et pourquoi on a choisi ces mots. Ok, alors remarque importante, attention, contrairement aux applications linéaires tout court, les isomorphismes ne forment pas du tout un sous-espace des applications linéaires. Rien ne garantit qu'une combinaison, même qu'une somme d'isomorphismes en reste un. Exemple tout simple, vous prenez un isomorphisme, vous lui soustrayez lui-même, vous obtenez l'application nulle. Il n'y a rien de moins bijectif que l'application nulle. Donc ça ne marche pas. Hein. Pas de combinaison linéaire d'isomorphismes. Enfin du moins ça ne reste pas des isomorphismes. Par contre, une règle de calcul qui se passe bien, c'est que la bijection réciproque d'un isomorphisme est linéaire elle aussi. Rien ne le garantit, hein, regardez, c'est pas marqué dans la définition. Je ne demande pas que f-1 soit linéaire elle aussi. C'est on va dire, c'est cadeau. Soit petit f, un isomorphisme entre grand E et grand F, alors la bijection réciproque f-1 est linéaire elle aussi. Et donc c'est forcément un isomorphisme aussi, puisqu'elle est bijective, sa bijection réciproque c'est f, mais un isomorphisme de grand F dans grand E, hein, ça va dans l'autre sens. Démonstration, il suffit de montrer qu'elle est linéaire. Allons-y. On applique notre définition d'application linéaire. Autrement dit, je prends deux vecteurs, deux scalaires, je vais regarder, je vais appliquer f-1. Avant toute chose, je vais leur donner des noms à ces f-1 de V1, f-1 de V2, je vais les appeler U1, U2. Et je sais que f est linéaire. Hein, donc, je peux appliquer la linéarité de f à lambda U1 plus mu U2. Ça me fait lambda f de U1 plus mu f de U2, c'est-à-dire lambda V1 plus V2. J'ai oublié mes flèches ici. Ok, hein, donc ça ce n'est que la linéarité de petit f. Et il suffit d'appliquer f-1 à cette égalité, et on aura gagné, regardez. J'applique f-1, qu'est-ce qui se passe? F-1 de lambda V1 plus mu V2, bien sûr, égale quoi? F-1 de f de machin, ça fait machin. Mais ce machin, c'est lambda f-1 de V1 plus mu f-1 de V2. C'est gagné. Hein, n'hésitez pas à relire cette preuve en détail si je suis allé trop vite. Ok, alors analysons vraiment ce que ça veut dire un isomorphisme, notamment par rapport au vocabulaire, là, même forme, même aspect. Voilà un exemple qui va nous permettre de comprendre cette étymologie. Les espaces isomorphes, ils se ressemblent beaucoup. Et même mieux que ça, en fait, c'est juste des manières différentes, ou pas, de représenter un même espace. Donc voilà un exemple, R4 et M2 de R. D'un côté, je vais prendre un vecteur ligne comme ça, ABCD, de l'autre côté, je regarde la matrice ABCD. Et j'appelle phi l'application qui me fait passer du premier au deuxième, justement. Je prétends que c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Bon, on sait déjà qu'elle est linéaire, c'était un de nos exercices de la première séance. Montrons qu'elle est injective et qu'elle est surjective. Et ce sera terminé. Pour l'injectivité, on remonte. Comme l'application est linéaire, l'injectivité, je le rappelle, ça va vite, ça se fait bien avec le noyau. Il suffit de montrer que le noyau est réduit à l'espace nul. Ok, donc prenons un élément dans le noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenons ABCD tel que, je ne l'ai pas écrit, mais ça c'est phi de ABCD. Hein, tel que phi de ABCD est la matrice nulle. Mais ça c'est immédiat. Si cette matrice est nulle, ça veut dire bien que A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0. Donc le noyau est égal à l'espace nul, et donc phi est injective. Pour être tout à fait rigoureux, la phrase que je viens de dire ne montre seulement que le noyau est inclus dans l'espace nul, mais comme l'application est linéaire, on sait que l'espace nul est toujours inclus dans le noyau.
Ça, c'est un fait général pour toute application linéaire. Donc, le noyau est égal à l'espace nul, et par la proposition que je venais de montrer en remontant, phi est injective. Image, montrons la surjectivité avec l'image, c'est-à-dire prenons n'importe quelle matrice de M2 de R, une matrice quelconque, ABCD. Est-ce qu'elle admet un antécédent? Bah oui. Tout simplement, la matrice ABCD, bah c'est écrit ici, hein, c'est phi de ABCD. Donc cette matrice appartient à IMF, donc IMF c'est M2 de R. Donc phi est surjective. Toute matrice est dans l'image. Bref, phi est linéaire bijective, c'est donc un isomorphisme. On est en train de dire, donc R4 et M2 de R sont isomorphes, hein, et on est en train de dire que ces deux espaces se ressemblent énormément. Mais oui, ça se voit. C'est d'ailleurs écrit ici. R4, comment on représente les vecteurs de R4? C'est juste une ligne avec 4 coordonnées. Comment on représente les vecteurs de M2 de R? Eh bien, c'est deux lignes de 2 coordonnées. C'est deux manières différentes de représenter la même information. L'information ABCD. D'une part en ligne, d'autre part en 2 lignes, c'est tout. Ok, alors dans le même goût, je vais vous laisser travailler sur cet exercice. Montrons que K2 crochet X, donc les polynômes de degré inférieur ou égaux à 2, et K puissance 3 sont isomorphes. C'est moins immédiat à voir, mais ça se fait très bien. On va chercher un isomorphisme. Je vais mettre ça en place et je vous laisserai conclure. Solution exercice 5. On pose, je vais l'appeler grand phi, de K2 crochet X dans K3. C'est quoi K2 crochet X? C'est former des polynômes de la forme A plus BX plus CX carré. Eh bien, à vous de trouver un vecteur de R3 qui serait en fonction de ce A plus BX plus CX carré, de manière à ce que ça fasse un isomorphisme. Quelle est l'information représentée dans ce polynôme, en fait? Un polynôme est entièrement déterminé par ses coefficients. Hein. Donc c'est ces 3 coefficients ABC qui contiennent toute l'information. À vous de transcrire cette information d'une autre manière ici, en tant que vecteur de 3 coordonnées, de manière à la fois linéaire, bijective. Linéaire, injective, surjective. Donc je vous laisse construire ça. Il faut que ce soit linéaire, injectif, surjectif. Phi doit être linéaire, injective, surjective. Inutile de recopier cette phrase, je l'écris juste pour que vous l'ayez en tête, pour que vous sachiez quoi faire. Donc cherchez quelque chose qui marche, qui vérifie ces 3 conditions, et vous aurez gagné. On débriefera lors de la séance live, bien sûr. Ok, alors on en a terminé pour le petit 2, c'était noyau et image. Donc on remonte d'un cran, et on passe à autre chose, la composition. C'est une opération possible entre applications linéaires, en vertu de la proposition suivante. Nous, on sait composer des applications tout court. Il y a cette règle de compatibilité, hein, si je veux faire G rond F, eh bien F, c'est F qui mange en premier un vecteur, disons U, qui appartient à E, elle recrache quelque chose qui appartient à grand F. Si on veut le donner à G, il faut bien que G démarre de grand F. Et il va dans ce qu'il veut, appelons-le grand G. Le résultat, c'est quelque chose entre grand E et grand G. Mais cette proposition dit que ce quelque chose reste linéaire, si F et G le sont. Donc une composition d'applications linéaires reste linéaire, quand elle a un sens, bien sûr, quand c'est compatible. Démonstration, eh bien c'est un bon exercice pour appliquer la définition de la linéarité. Je vous laisse le faire, on débriefera. C'est important d'y arriver. C'est important d'essayer, et c'est bien d'y arriver. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va immédiatement calculer un exemple de composition. Donc je pars de R2, j'arrive dans R3 de la manière suivante, je choisis ce X, ce F comme ça, hein. Et puis je vais ensuite lui appliquer G qui part de R3, c'est bon, c'est compatible, qui à X, Y, Z associe seulement Y.
Eh bien, je prétends que g rond f, c'est l'application nulle. Vérifions. Donc g rond f va de R2 dans R, hein, donc prenons un xy dans R2, et on va calculer g rond f de xy. Ben, ça veut dire, c'est la définition, g de f de xy. C'est donc g2, je remplace, je réfléchis pas, hein, je remplace f de xy par son expression qui est écrite ici. 3x plus 5y, 0. « 3x plus 5y, 0, x moins y. » Mais que fait g? Ah, machin bidule truc, elle associe bidule. Ici, bidule, c'est 0. Je viens de montrer que pour tout xy dans R2, g de f de xy égale 0. Donc g rond f égale l'application nulle entre R2 et R. Terminé. Alors il y a quelque chose qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir. On a composé deux applications non nulles. Ça c'est pas l'application nulle, ça c'est pas l'application nulle. Et pourtant, la composition donne l'application nulle. C'est pas une découverte, hein, on le savait déjà qu'on pouvait composer deux applications sans avoir l'application nulle, mais pour les applications linéaires, c'est encore le cas. On pourrait se demander, c'est une proposition qui va vous être utile de temps en temps, est-ce qu'on peut caractériser ça? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Est-ce qu'on peut trouver une condition nécessaire et suffisante justement pour que g rond f donne l'application nulle? La réponse est oui. Vous prenez deux applications linéaires compatibles, hein, donc E, F, F, G. G rond f donne l'application nulle uniquement, enfin si et seulement si, c'est mieux qu'uniquement, c'est si et seulement si, IMF est inclus dans car G. Avant de regarder la preuve, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est intuitif. Pourquoi? Ça veut dire quoi IMF inclus dans car G? IMF, c'est tous les résultats possibles quand j'applique f à un vecteur. Si je demande que ce soit inclus dans car G, ça va faire que je prends n'importe quel vecteur, je lui applique f, ça me donne toujours quelque chose dans car G. C'est-à-dire quelque chose qui va être transformé en 0 par G. Donc il est clair que sous ces conditions, g rond f de quoi que ce soit fera 0. Pour la réciproque, le fait que g rond f égale 0 implique IMF est inclus dans car G, ben, regardons la preuve. Donc justement, de gauche à droite, supposons que g rond f est nul et montrons qu'IMF est inclus dans car G. Encore une fois, je réfléchis pas, j'applique mes définitions proprement, c'est tout. Donc je veux montrer que IMF est inclus dans car G. Comment je fais ça? Ben, je prends un V dans IMF et je montre qu'en fait il est dans car G. Soit V dans IMF, je réfléchis pas, j'applique immédiatement ma définition. Ça doit être un réflexe dans le futur. Dès que vous allez écrire soit V dans IMF, il faut immédiatement traduire. Traduction, il existe U dans E tel que V égale F de U. Est-ce que ce V est dans car G? Je réfléchis pas, j'applique la définition de car G, car G, pardon. V appartient à car G, ça veut dire G de V égale 0, donc je calcule G de V. G de V, c'est G de F de U, ça fait G rond F de U, ça fait 0. C'est bon, puisque G rond F est nul. C'est bon, V est dans car G. J'ai bien montré, en supposant le résultat de la gauche, que j'ai la phrase de droite. Supposons la phrase de droite, montrons la phrase de gauche. Donc je dois montrer que G rond F est nul. Ben, je prends U dans E. J'ai F de U qui appartient à IMF, évidemment, c'est par définition de IMF. Mais qui est inclus dans car G par supposition. Donc G de F de U est nul. Je viens de prouver que pour tout U, G rond F de U est nul, c'est-à-dire G rond F est l'application nulle. Terminé, et j'insiste, on va même l'écrire. À aucun moment, il n'y a aucune idée. Hein, j'ai juste aucune idée à avoir. On a appliqué les définitions, c'est tout.
Hein, j'insiste, c'est vraiment ça qui est attendu de vous dans ce chapitre. Ce genre de choses. Savoir appliquer les définitions, c'est tout. Alors, une petite remarque sur la composition d'endomorphisme. Il y a une condition de compatibilité pour pouvoir composer, on l'a dit. F doit aller de E dans grand F, et G doit aller de ce même grand F dans ce que vous voulez, disons grand G. Si les deux sont des endomorphismes, si partout là c'est grand E, grand E, grand E, grand E, il n'y a jamais aucun problème. Donc dans le cas des endomorphismes d'un même espace, la condition de compatibilité est automatiquement satisfaite, et même mieux que ça, on peut du coup composer F avec lui-même autant de fois qu'on veut. Donc on introduit une notation, quand on fait ça justement, quand vous composez F, rond F, K fois, on note ça F, alors puissance K, mais attention, la puissance ne veut rien dire, c'est pas un produit, c'est une puissance pour sous-entendre la composition K fois, et pas la multiplication K fois. Et puis F puissance 0, c'est quoi? Ça voudrait dire je ne le compose aucune fois. J'applique F 0 fois. Quand on compose rien, on fait rien. Donc ça ne transforme pas les vecteurs. Qu'est-ce qui ne transforme pas les vecteurs? C'est l'application identité. Donc F puissance 0, c'est l'identité. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé au chapitre polynôme, dans la partie substitution. X puissance 0, quand vous remplacez grand X par une application, ça vous fait l'identité. L'application qui ne fait rien. Alors justement, transition toute faite avec les polynômes. Revenons là-dessus. C'est quelque chose qu'on avait déjà un peu envisagé au chapitre 6. Si je prends un polynôme que j'écris ici, an x puissance n, plus etc., plus a0, on pourrait préciser ce a0, c'est sous-entendu a0 x puissance 0. Je sais juste qu'on a tendance à ne pas l'écrire, ce x puissance 0. Eh bien, avec ce que je viens de voir dans cette remarque, je peux donner un sens à cette chose P de f, c'est-à-dire P où je remplace, où je substitue grand X par un petit f. J'obtiens a n puissance fn plus a1 f plus a0 f puissance 0, c'est-à-dire a0 identité. J'insiste sur ce identité. C'est pas un 1, c'est pas un a0 tout court, c'est a0 fois l'identité, faut pas l'oublier. On appelle ça un polynôme d'endomorphisme. C'est donc le résultat de la substitution de grand X par petit f. Attention, je ne dis pas grand X égale f, ça voudrait rien dire. Grand X, c'est qu'un symbole, je peux le remplacer par quelque chose. Si je remplace grand X par f, j'obtiens cette chose, à comprendre avec cette notation, et qui s'appelle un polynôme d'endomorphisme. À quoi ça sert? Principalement, vous les utiliserez en seconde année, vous les utiliserez beaucoup, ça va vous simplifier la vie, je vous le garantis. Mais je vous donne déjà un exemple d'utilisation. Nous, par exemple, avec seulement ce qu'on vient de voir, on est déjà capable d'utiliser de manière assez pratique ces polynômes d'endomorphisme. Par exemple, pour montrer qu'un endomorphisme est un automorphisme. Ça voudrait dire qu'il est bijectif. Donc l'exercice, soit f un endomorphisme qui vérifie cette relation. Regardez, là on a un polynôme d'endomorphisme qui est égal à l'application nulle. Je veux montrer que f est un automorphisme et j'aimerais même exprimer la réciproque f-1 en fonction des puissances de f. Alors, je mets ça en place pour vous et puis pareil on terminera en live. Donc on a, c'est l'exercice 6. J'écris le polynôme 2f carré moins f plus i de e. 2f carré moins f plus i de e égale 0. J'écris pas 0 de L de E, mais allez, je l'écris. Ce que j'aimerais faire, regardez. On sait déjà que c'est linéaire, c'est par hypothèse. Montrer que c'est un automorphisme, ça revient à montrer que c'est bijectif. Une manière très efficace de montrer que quelque chose est bijectif et même de connaître son inverse, c'est d'avoir f rond quelque chose égale i de e. Donc essayez de faire ça justement. Je mets un point d'interrogation rouge ici.
en quelque sorte factoriser. Attention, je mets des guillemets autour de factoriser parce que c'est pas un produit, c'est une composition. Mais essayez de factoriser pour la composition. Donc à partir de cette ligne, essayez de faire f rond quelque chose égale l'identité. Faut aussi que ce soit pareil que quelque chose rond f. Hein. Si vous trouvez ce point d'interrogation rouge, vous aurez terminé. F sera bijective, et en plus vous aurez son inverse ici. Hein, donc cherchons ce machin, je vous laisse avoir cette idée. Et enfin on termine avec une dernière proposition relative au polynôme d'endomorphisme. Le binôme de Newton pour les endomorphismes qui commutent. Alors, que veut dire commuter? Soit fg de endomorphismes tel que f rond g égale g rond f, c'est ça, commuter. Hein, on en avait déjà parlé pour les matrices. C'est ça la définition de commuter. On dit que f et g commutent. Souvenez-vous du binôme de Newton pour les matrices. Il avait lieu, grand A plus grand B puissance n égale la même formule avec des grands A, des grands B, pour deux matrices qui commutent. Et bien là c'est pareil. Il a lieu pour deux endomorphismes qui commutent. Pour les matrices, c'est le produit, hein, A fois B égale B fois A. Pour les endomorphismes, c'est la composition. F rond G égale G rond F. Quand ça a lieu, le binôme de Newton fonctionne comme pour les matrices, avec un rond, une composition, au lieu d'un produit. Démonstration, je viens de le dire, exactement celle qu'on a déjà vue pour les matrices qui commutent. C'est juste une histoire de notation, de contexte qui change. Je vous laisse aller revoir celle des matrices. Mais je voulais surtout qu'on se rende compte que de plus en plus, on a des liens entre endomorphisme et matrice. D'ailleurs, ce genre de choses, et ce genre de choses, on l'avait déjà vu pour les matrices. Si ça vous rappelle des souvenirs, c'est très bien. Sinon, n'hésitez pas à aller voir justement ces exercices en termes de matrice pour vous en inspirer. Vous allez voir que c'est très proche, et c'est normal, alors on va pas le faire tout de suite, mais peut-être la semaine prochaine, on étudiera en profondeur le lien entre endomorphisme et matrice. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se relient entre les deux. On s'arrête ici pour aujourd'hui, merci, et à bientôt.